Rêver demain ou faire demain, c'est d'abord être, je crois. Est-ce qu'on est capable d'arrimer une vision, justement, un impact, un endroit où on voudrait se rendre? Parce que j'aime ça quand tu parles l'intention individuelle. Ce que j'entends, moi, c'est que tu travailles avec une intention collective. Comment est-ce qu'on progresse à diminuer ce risque-là? Ne pas les intégrer à notre innovation, donc ne pas penser demain pas comme la suite du présent, mais vraiment comme un futur incertain, mais c'est une erreur de stratégie d'entreprise. Elsa Bruyère, qui es-tu? Alors, Elsa Bruyère, c'est une immigrante. Je pense que tout le monde va l'entendre rapidement. Je suis arrivée au Québec il y a 12 ans maintenant avec mon conjoint et puis mes enfants. Donc, je suis aussi une maman. Puis, qu'est-ce que je dirais d'autre? Eh bien, écoute, je sais que c'est un peu plate à dire comme ça, c'est une formule qu'on entend beaucoup, mais j'aime beaucoup les gens. Et je crois que ce qui ressort en ce moment le plus quand on dit Elsa Bruyère, c'est cet aspect-là. C'est l'aspect d'être bienveillante, attentive. Ça fait aussi que du coup, je suis une juriste de formation. Puis après ça, je suis devenue une conseillère d'affaires en ressources humaines. Voilà. Puis depuis, j'ai créé une entreprise et donc maintenant, je suis une entrepreneur au Québec. Depuis maintenant 7 ans, cofondatrice de La Fabrica, comme tu l'as dit. Et on se dédie à ça. On va en parler un peu plus, à cet aspect humain. J'aimerais ça aussi que tu annonces, parce que tu le mentionnais dans la préparation, que tu avais tout un côté aussi que tu explores, curieuse, artistique, qui fait aussi que pourquoi tu es arrivée à cofonder La Fabrica. Ouais. C'est évident que là, on parle beaucoup de ce que je fais. Hein. Je t'ai dit immigré, etc. Mais intérieurement, c'est sûr que j'aime modeler. Donc, j'ai fait beaucoup de travail en art sur la sculpture de la pierre, la sculpture de l'argile. J'ai fait une formation en massothérapie. Il y a quelque chose de très joyeux que j'aime énormément, qui est cet aspect de modelage, de découverte. Puis c'est ça qui a fait que je suis arrivée à ce monde de l'entrepreneuriat puis de l'expérimentation en innovation, comment les humains peuvent eux-mêmes apprendre à itérer. On va aller plus en profondeur. Mais c'est différentes façons de le vivre et de le ressentir très personnellement, oui. OK. Puis c'est ça qui fait aussi qu'on va parler de La Fabrica. Ouais. Alors, je vais te demander, ma question, c'est comment peut-on rêver demain? Bien, bien, bien. Eh ben, on va déjà commencer par avoir envie. Donc, tu l'as nommé. Tu vois, quand tu me demandes, oui, mais c'est quoi? Ben, je crois qu'on n'est pas juste des gens d'action, puis qu'on n'est pas juste là pour faire des choses. Je crois qu'on est d'abord là pour être. Puis la question de La Fabrica, elle est beaucoup sur cette question d'être présent. C'est certain qu'on a des intentions en tant qu'humain. Donc, rêver demain ou faire demain, c'est d'abord être, je crois, principalement. C'est être centré sur soi, centré sur des intentions. Et puis, quand je dis ça, c'est pas à titre personnel uniquement, hein, c'est à titre collectif, c'est dans ton travail, c'est certainement avec tes collègues, c'est dans la vie citoyenne, hein, voilà. Donc, pour moi, demain, c'est ça. C'est d'abord être. Et dans La Fabrica, on travaille comme ça. On a toujours pensé... Donc, La Fabrica, c'est une entreprise qui intervient en innovation dans des équipes. Donc, on fait à la fois de la formation et puis des ateliers dans des contextes d'innovation toujours. La formation, elle concerne principalement des méthodes de travail qui sont reliées à l'innovation, comme l'agilité, l'expérimentation d'affaires, le Lean Startup, la pensée design. Et puis, des ateliers, du coaching. Donc là, on intervient auprès d'équipes pour lesquelles on aide à mettre en place finalement quel est le projet d'innovation, quel est l'impact qui est recherché, et puis comment est-ce que les personnes vont travailler, comment elles vont se situer dans cette complexité-là, dans cet inconnu qui se présente à eux, mais de façon structurée, en ayant un plan qui peut être adapté. Donc ça, c'est ce qu'on fait. En gros, tu les amènes à rêver. Oui, mais exactement. Parce que tu touches un point que je trouve intéressant, c'est que souvent, en milieu d'affaires, en milieu de travail, on décorrèle énormément ce côté qu'on a très personnel, hein, de l'envie, de la joie, du désir, et puis notre milieu de travail parce qu'il y a des normes. Puis je trouve que dans la capacité qu'on a à travailler en agilité, en expérimentation d'affaires, etc., on essaie de reconnecter ces deux bouts-là. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, bien au contraire. Mais est-ce qu'on est capable d'arrimer une vision, justement, un impact, un endroit où on voudrait se rendre? Okay. On ne sait pas exactement, comment on va s'y rendre, ni exactement ce que c'est
cet objectif. Par contre, on peut s'organiser, puis se dire, ça va nous prendre tant de temps, puis on va y mettre tant de ressources, puis on va travailler de telle façon, puis on va mesurer que ça, c'est un succès, puis que ça, c'est un échec. Et on va se donner un langage commun. Donc, on va être capable de faire valoir nos intentions personnelles, tu sais, nos intentions, nos problématiques, nos bloquants, et de relier ça à un résultat, de relier ça à un impact, à aussi un chiffre d'affaires. Je veux dire, je veux surtout pas mettre du tabou là-dedans, là, ou dire, mais l'un ou l'autre. Non. On est les deux, OK? Puis toute société, puis je veux qu'on aille là-dedans un peu plus, là. Je parle beaucoup du présent, là, mais je voudrais que quand tu me dis de rêver demain, je veux qu'on parle d'un autre aspect. Mais... Ce que j'ai entendu aussi, parce que j'aime ça quand tu parles l'intention individuelle, ce que j'entends, moi, c'est que tu travailles avec une intention collective. Oui. Et donc, dans cette intention collective, c'est que on a une intention collective que c'est vers là qu'il faut qu'on aille, parce que pour toutes sortes de choses. Puis ça, c'est ça, moi, je pense que c'est là la complexité. Puis tu travailles avec l'intelligence collective pour aller là. Mais je pense que c'est vraiment l'intention individuelle, j'aime ça. Puis ce que j'amène, moi, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est aussi une intention collective que tu amènes à aller les gens. On a une intention collective ou une intuition même collective que c'est vers là où il faut aller. Oui, tout à fait. Alors, tu vois, je vais te donner des exemples. Ouais. On peut avoir l'intention collective qu'on doit repenser la mobilité, d'accord ? C'est très concret, etc. Mais on peut aussi avoir l'intention de se dire qu'on est à risque de ne pas être capable de vivre demain. Puis je veux qu'on aille là-dedans, si tu veux bien. Oui, vas-y. C'est que aujourd'hui, on pense les projets d'innovation. Puis là, je fais vraiment un statement. Quand tu me parles de rêver demain, là, je pense qu'il faut être clair. Innover, c'est pas penser demain comme c'est aujourd'hui. D'accord ? C'est pas juste se dire c'est la conséquence logique de. Non. Puis, est-ce qu'on peut être en milieu de travail, en milieu d'entreprise et penser demain, donc rêver, en imaginant que c'est pas exactement ce que l'état de fait d'aujourd'hui qu'on va juste améliorer? Oui, aussi. Est-ce que ça peut être rentable? Encore plus. Okay ? Pour ça, il faut vraiment, encore une fois, un cadre qui nous permet de nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire qui est une amélioration en ce moment, qu'est-ce qui est quelque chose qui est très incertain sur lequel il y a beaucoup de risques, puis comment est-ce qu'on peut gérer ce risque-là. Puis pour moi, rêver demain, c'est gérer le risque. C'est être capable de se dire on voudrait se rendre à quelque chose qu'on n'a absolument aucune certitude que ça va fonctionner. Ouais. Qu'est-ce qu'on met comme capacité là-dedans, qu'est-ce qu'on met comme effort en ce moment et comment est-ce qu'on progresse à diminuer ce risque-là pour se rendre vers ce demain. Puis le changement climatique, il est clairement là. Aujourd'hui, si tu te dis « Ah, je suis une entreprise qui, je vais te donner un exemple, électrifie des transports ». Okay, je parle de ça parce qu'on parle beaucoup de l'électrification. Hein, je veux pas mettre on the spot cette industrie-là particulièrement. Là, c'est vraiment juste général. Mais tu pourrais pas dire « Ah, je vais juste construire mettre des bornes, acheter des moteurs de ci, de là, puis m'organiser avec le présent. » Mais non, mais dans 15 ans, est-ce que je vais pouvoir m'approvisionner aux mêmes endroits? Est-ce que j'aurai toujours les matières premières pour faire les batteries? Est-ce que j'aurai encore une acceptabilité sociale de consommer autant d'énergie? Est-ce que je pourrais me permettre de consommer autant d'énergie? Donc, tout ça, c'est des incertitudes pour moi. Puis, ne pas les intégrer à notre innovation, donc ne pas penser demain pas comme la suite du présent, mais vraiment comme un futur incertain, c'est une erreur de stratégie d'entreprise. Puis les gestionnaires, je crois, sont capables, si on leur donne la chance, de pouvoir amener cet argumentaire-là. Puis de dire, oui, je travaille peut-être le court terme, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je suis aussi capable, dans mes équipes, de commencer à penser beaucoup plus loin. Puis de commencer à dérisquer ce qui va s'en venir bien, bien, bien après. Je pense aussi, puis ça c'est mon opinion là-dessus, Stéphanie, c'est que c'est absolument impératif de commencer à réfléchir nos modèles d'affaires de cette façon-là. Comment est-ce qu'une entreprise, puis des gestionnaires vont complètement penser la décarbonisation de leur industrie? Comment est-ce qu'on va penser cette résilience écologique et sociologique? Et on n'est pas, encore une fois, dans plusieurs mondes et il ne faut pas penser de silo. Puis quand je suis en train de dire ça, ce n'est pas un portrait écologiste. Je veux dire, je suis une femme d'affaires. Puis, je peux te dire qu'il y a un certain nombre d'industries, et elles le savent, qui sont extrêmement à risque à 20 ans.
elles ne savent pas comment elles feront dans 20 ans pour produire ce qu'elles ont à produire aujourd'hui. Et est-ce que tu penses qu'en ce moment, il y a des gens qui ont des œillères ou qui ne veulent pas regarder? Est-ce que, parce que ton discours est vraiment très intéressant, est-ce que tu penses qu'il y a une résonance des entreprises par rapport à ce discours-là? Est-ce qu'ils l'entendent? J'imagine qu'ils sont d'accord, mais est-ce qu'ils passent aussi à l'action pour pouvoir rêver ce demain-là qui est incertain? Alors, il y a certainement des œillères. J'ai pas eu la chance de faire un portrait. Je suis pas non plus une spécialiste de la question de la décarbonisation d'un produit. Il y a des spécialistes avec lesquels nous, on est partenaires à la Fabrica. Mais je pense que l'œillère principale, puis je vais dans le collectif là, pour revenir sur ton point, l'œillère principale, c'est de penser que c'est une décision d'un entrepreneur, d'un gestionnaire, d'un propriétaire d'entreprise ou d'un conseil d'administration. Et pourquoi on n'imaginerait pas que les entreprises pourraient travailler leur plan de transition socio-écologique pour diminuer leur empreinte carbone, voire complètement transformer leur entreprise, remonter des bloquants qui sont des bloquants individuels à leur entreprise ou à leurs salariés, puis que ça devienne un sujet collectif. Parce qu'il y a peut-être des décisions qui ne relèvent pas de l'entreprise en ce moment, Stéphanie, qui relèvent de décisions beaucoup plus de notre société, qui doivent donc remonter à notre structure démocratique, donc nos municipalités, paliers gouvernementaux québécois, fédéraux, peut-être même des instances internationales, je n'irai pas jusque-là, mais mettons déjà qu'on les remonte au niveau municipal, provincial, puis fédéral, on serait déjà... Puis pourquoi ces sujets-là ne sont pas amenés comme des priorités? Pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas que les processus d'innovation, puis les bloquants à cette innovation, ne deviennent pas des sujets démocratiques dans la mesure où ils sont liés à la transition socio-écologique? Voilà. Donc, au lieu de les laisser dans un département d'innovation. Au lieu de les laisser dans un département d'innovation ou au lieu de les laisser sur la tête ou l'épée de Damoclès d'un conseil d'administration d'entreprise ou d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise. Là, je fais pas d'inclusion dans le vocabulaire, mais pourquoi ce serait juste... ouais, j'aime ça, ouais. Je veux dire... je vais prendre un exemple sur lequel on travaille. Justement, je te posais la question si tu avais un exemple. Ouais. Je vais donner un exemple de ce sujet-là. Ouais, vas-y. On sait tous qu'à Montréal, puisque là, on est à Montréal, puis moi, je suis montréalaise, on sait tous qu'à Montréal, il y a une grosse question sur le stationnement. Okay? Le stationnement, on pourrait... ça coûte très, très cher. La place de l'auto coûte très, très cher. C'est un coût qu'on ne mesure pas. Puis, il y a des projets, il y en a eu à l'international pour dire, ouais, mais est-ce qu'on tarife le stationnement différemment? Est-ce qu'on augmente le coût du stationnement? Okay? Ça, c'est une décision qui concerne plein de gens. Ça concerne la ville, ça concerne les citoyens, ça concerne les commerçants, ça concerne la logistique qui utilise cette bordure de rue, ça concerne peut-être encore des gens auxquels je ne pense pas, hein, tu vois, mais tout de suite on voit, c'est multipartite. Oui, mais cette décision-là, il faut qu'on l'amène, puis qu'on l'éclaire, puis qu'on la connaisse, puis qu'il y ait une décision citoyenne, qu'il y ait une décision démocratique dessus. Si on veut qu'il y ait un changement écologique et sociétal, il y a des bloquants qui ne relèvent pas juste de « Ah, la ville doit se charger de prendre cette décision ». Non, on est les éléments de cette ville. Donc, c'est collectif. C'est pour ça que Puis tu fais ça comment? Juste, on redescend encore plus dans le concret. Comment t'amènes... Parce que j'imagine que tu as dû amener les différents acteurs que tu nommes. Est-ce que tu les amènes à la table puis tu les fais échanger et discuter? Ou c'est concrètement? Alors, j'aimerais te dire que je l'ai déjà fait, mais pas encore. OK. Non. Mais pour aller jusque-là, par contre, concrètement, ça veut dire identifier où sont les bloquants. Donc ça veut dire des ateliers pour savoir, OK, c'est quoi cet usage de la bordure de rue? Est-ce qu'on a des données? Est-ce que... Je prends cet exemple-là, mais ça sera pour être un autre. C'est un bon... quels sont les usages actuels? Faire le portrait. Okay? Puis après, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ambition? Donc là, on part en idéation. On part en étude internationale. Qu'est-ce qui pourrait être fait sur la bordure de rue? Okay? Quels seraient les projets qui iraient vers cette transition socio-écologique? Une fois que tu as ça, ces deux éléments, mon actuel puis mon demain, que je peux rêver, où sont les bloquants? Et donc là, on va travailler en mode itératif à dérisquer ce demain. Puis une fois qu'on a une certaine... une désirabilité, ça serait vraiment intéressant de pouvoir dédier certains espaces à des marchés temporaires,
parfait. Ben, il y a tout un tas de bloquants. Mais ces bloquants-là, soit ils peuvent être adressés par le porteur de projet, l'entreprise en question, là, ou la ville, soit ils ne peuvent pas. Et c'est là que je te dis que ça devient, à mon avis, un sujet plus collectif. Et un sujet qui doit être ramené dans nos mécanismes de décision citoyens, donc dans nos mécanismes démocratiques. Ça, c'est quand même un défi assez complexe qui touche les citoyens. Ouais. Moi, je te challenge un peu. Est-ce que tu as des entreprises privées qui ont cette préoccupation-là? Sur le changement écologique? Ouais. Oui. Il y en a, mais peut-être qu'en ce moment, j'en parlerai pas. Je pourrais te parler, sans rentrer là-dedans, d'entreprises qui rêvent demain, okay? Et qui se disent, eh bien, effectivement, comment on va faire ça? En général, ça passe quand même par des objectifs stratégiques dans l'entreprise. S'il n'y a pas d'objectif stratégique dans l'entreprise, pour nous, c'est difficile quand même d'intervenir puis de dire, cette innovation, ce demain, il vient en général du conseil d'administration, il vient de la direction. C'est quand même une orientation déjà. Quand même. Ouais. Ceci étant dit, il y a des gestionnaires qui viennent à nous puis qui disent, moi, j'ai envie de rêver demain, mais à l'échelle de mon équipe. Je veux revoir comment on travaille ensemble, je veux revoir la cohérence, je veux revoir le bien-être, je veux revoir la capacité à gérer la complexité. Okay? Puis je veux que ça soit plus porteur pour mon équipe. Donc ça veut dire qu'on va regarder comment on travaille, quels sont les processus de travail, où sont les incohérences. Puis donc on va faire un diagnostic de ça pour être très concrète. Okay? C'est quoi en ce moment votre façon de travailler? Où sont les bloquants éventuels pour travailler en mode d'innovation, en mode rêver demain? Okay? Quels sont les bloquants très concrets? On a 3 fois trop de rencontres. Je te nomme quelque chose de tout bête. Et puis mais c'est tellement d'actualité. 3/4 des équipes qui disent ça. Là. Donc, de ce diagnostic-là, on va se dire, voici un ensemble de choses que vous pourriez améliorer, qui pourraient être votre chemin pour vous rendre vers demain, qui pourraient vous permettre d'être une équipe plus cohérente, une équipe plus alignée, une équipe plus bienveillante, une équipe qui gère mieux son produit, ses relations avec les autres services de l'entreprise. Voilà. Donc, on va diagnostic, opportunité à travailler, puis ensuite du coaching, de l'accompagnement. Ça peut être des vidéos, ça peut être des 1-1, ça peut être des ateliers d'équipe, okay, mais ça va vraiment ressembler à ça. Donc ça, c'est quand c'est pour une équipe. Puis quand c'est pour une entreprise qui a vraiment un produit, puis qui se dit « Hey, là, on pourrait avoir de l'impact, vraiment, on pourrait changer quelque chose », ça va être un peu la même chose, sauf qu'on va rajouter une petite couche qui est de se dire « Comment vous allez découvrir le bon produit, la bonne façon d'avoir de l'impact pour vos usagers ?» Tu as parlé de tout ce qui est décision démocratique. Tu sais, en tout cas, j'imagine que c'est la même chose pour les entreprises pour lesquelles tu travailles, même que ce soit privé ou autre. Moi, je me pose la question parce que là, ça demande une autre façon de faire. Ça demande un autre leadership, même une autre façon de voir sa posture de leader, si on veut un leader. Ça demande, tu sais, je veux dire, est-ce que vous le travaillez, ça? Vous le challengez? Comment ça se passe quand vous faites vos interventions? Ou c'est déjà des gens qui sont déjà sensibilisés, puis vous dites, OK, on a déjà des gens qui viennent nous voir? Il y a 2 choses. D'abord, on est principalement une compagnie, enfin un OBNL en l'occurrence, mais qui est, je dirais, reconnu sur les aspects vraiment d'agilité, puis de découverte d'un modèle d'affaires pour un produit innovant ou une démarche innovante. Ça veut dire qu'on travaille en complémentarité. Sur ces aspects de leadership ou sur ces aspects, par exemple, de décarboner un produit, décarboner un cycle, on va aller travailler avec nos partenaires. Parce que je te dirais que le leadership quand même des gestionnaires, c'est avec des gens comme toi qu'on va aller le travailler. C'est avec, c'est avec d'autres, en amenant d'autres gestionnaires à éventuellement à communiquer avec eux, puis à travailler ce plan de développement du leadership, cette vision éventuellement, s'il n'y en a pas. On va vraiment y contribuer, par contre. C'est-à-dire qu'en travaillant vraiment, nous, sur le terrain, avec les équipes ou avec une équipe, puis en disant, voici quel pourrait être le plan, puis la méthode de travail pour avoir un plan émergent pour ce demain, on t'amène de l'information sur comment ça se passe dans ton entreprise, où se situent les bloquants, où se situent les opportunités, puis toi, dans ta vision de leadership, voici les éléments que tu devrais prendre en compte. Okay. Tu vois? Donc, on est comme partenaire de ce leadership et on va amener cette information-là aux leaders. La plupart du temps, on travaille en ce moment avec des leaders qui ont déjà cette envie de rêver demain.
OK? Beaucoup. Et on intervient dans des conférences où d'autres gestionnaires ont envie de s'approprier ça. Voilà. Donc, vous avez aussi une vocation, on va dire, de rendre conscient qu'est-ce qui se passe. Oui. Je te pose la question, à ton avis, puisque tu les rencontres ou tu en rencontres plusieurs, est-ce que tu penses qu'il y a une grande majorité de leaders qui sont conscients vers là où il faut aller, comme la réflexion, et est-ce que, ça c'est oui, ils sont certainement peut-être conscients, mais combien il y en a, à ton avis, qui y vont? Et est-ce qu'il y a une masse critique qui y vont, on va dire, Pas en ce moment. Ouais. Pas en ce moment. En fait, il y a deux choses. Si on parle d'avoir des gestionnaires qui sont capables de penser les équipes autrement, oui. Si on veut parler du changement climatique, non. Donc, je ferais faire un double portrait. Okay. Pour ce qui est des gestionnaires qui voient leurs équipes autrement, il y a une masse critique. C'est évident. Je pense que le sujet des modes de travail, cette question-là, comment on a des équipes harmonieuses, comment on a des équipes qui livrent de la valeur, comment on a des équipes qui ont un impact à l'interne et à l'externe, ce sujet-là, ça fait quand même quelques années, puis la pandémie l'a accéléré, où il y a à la fois beaucoup de besoins, puis beaucoup de contenu aussi, beaucoup de choses qui sont disponibles. Il y a un petit écueil, c'est que souvent on se tourne vers des méthodes, puis la méthode, elle oublie le problème. Donc, moi, j'attirerais juste l'attention des gestionnaires. Restez concentrés sur c'est quoi le problème que vous avez à résoudre. Essayez de bien l'identifier. Puis sur cette question-là, allez chercher des méthodes. Ne faites pas l'inverse. L'inverse de « je vais déployer telle méthode, quelle qu'elle soit », je veux dire, je n'ai pas besoin d'en nommer, là. Et puis, ça va résoudre, mais ça va résoudre quoi? D'accord? Quelle est l'intention? Si c'est juste pour faire un vent de changement, ça va fonctionner. Si c'est pour atteindre un objectif, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu dois partir du problème pour ensuite aller chercher ta méthode. Mais je trouve qu'il y a énormément de gestionnaires mobilisés. Pour plein de raisons, on est quand même dans un milieu d'entreprise qui est très conscient de ses employés, très conscient du milieu dans lequel il est. On a la chance, je trouve, au Québec et au Canada aussi, d'avoir des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des conseils d'administration qui ont cette connaissance du fait qu'ils sont un organisme vivant et qu'ils le dirigent et qu'ils l'emmènent quelque part. Donc, on a un socle très fort pour ça. Parfois, peut-être qu'il y a un manque de repères, puis je pense que la Fabrica doit faire son bout de chemin, puis doit contribuer à aider les gestionnaires, et les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs à trouver ces outils-là, puis à ne jamais les laisser tout seuls. Puis là, c'est notre responsabilité à nous en tant que partenaires de leur travail. Donc, voilà, il y a à se rejoindre là-dessus. Sur la question du changement climatique, la conscience est là. Est-ce que je vois des actions? Très peu, et tu le sais encore. Je crois que c'est aussi normal, dans la mesure où il n'y a pas tant d'outils, comme je te dis. Pour l'instant, les outils sont très en silo. Il y a « je vais penser mon entreprise d'un point de vue RSE, responsabilité sociale des entreprises. Je vais penser le cycle de vie. Je vais penser l'innovation, puis je vais penser ma stratégie d'affaires. » Alors qu'en fait, ici, c'est exactement comme ce que je viens de dire, c'est un continuum. C'est juste, tu dois innover à penser ton modèle de demain d'entreprise, avec juste des composantes qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire comment j'assemble les bouts, c'est éventuellement comment j'enlève des bouts pour en mettre d'autres. Donc, c'est juste un petit peu déstabilisant. Mais je suis convaincue que ça va arriver dans les prochaines années. Les paliers, les différents paliers aussi, les municipalités sont très, très, très en appui des propriétaires d'entreprises pour que cette transition-là se fasse. Donc, je crois que cette non-intégration des différentes composantes qui vont permettre de penser demain en termes de changement climatique dans les entreprises est en train de se faire là. Puis moi, je te pousse encore un petit peu plus loin. Si tu rêves, là, tu dis, moi, je rêve. Là, moi, je rêve. Ouais, tu rêves que ça arrive. Comment je veux dire, comment la Fabrica se positionne, comment toi, tu te positionnes. Ça serait quoi qui pourrait arriver? Tu dis, c'est dans les prochaines années, mais je veux dire, tu peux me dire, c'est 5, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais comment, si on rêve que les organisations s'intéressent un petit peu plus, on ferait quoi? Mais on ferait
quelque chose de tout simple. On commence par dresser le portrait de qu'est-ce qui pourrait être une entreprise décarbonée. Qu'est-ce qui pourrait être Et puis, c'est difficile. Hein. Ça veut dire peut-être ne plus faire ce qu'on fait. Du tout. Je produis des bacs d'acier. Ah ben, je produis plus des bacs d'acier. Mais est-ce que je suis moins une entreprise, puis est-ce que je suis moins un entrepreneur? Mais non, tu vas peut-être faire autre chose. Okay? Ou, oh oui, je vais continuer à faire des bacs d'acier, mais je ne les fais pas pareil, je ne les fais pas pour les mêmes clients, je ne les fais pas pour les mêmes marchés, je ne les fais pas dans les mêmes conditions. Est-ce que je peux résoudre les problèmes de main-d'œuvre, de machin? Ben oui, mais peut-être pas exactement comme tu le fais. Peut-être que c'est pas que tu emploies tout ton monde de la même façon. Peut-être que c'est que tu te partages du monde. Peut-être que c'est que tu les payes différemment. Tu sais, on parle beaucoup d'économie circulaire. On sait que le salaire et les conditions de vie, enfin, dans les conditions de vie, dans le bien-être de tes employés, c'est pas juste le salaire qui compte. C'est est-ce que j'ai un bon environnement? Est-ce que mes enfants sont éduqués? Est-ce que je peux faire des loisirs, etc. Donc, tu vois, cette stratégie-là, cette vision-là, il y a quand même matière à vraiment la penser. Puis après, c'est de la mettre en œuvre. Puis là, c'est d'être très incrémental, très « OK, voici mon plan. Comment je fais pour commencer à le mettre en œuvre? Progressivement, comment je fais pour réduire le risque de ce plan-là, comment je fais pour adapter ce plan-là, puis là, je fais confiance à mes équipes, parce que dans mon entreprise, je vais faire ça. Puis nous, Fabrica, c'est exactement là qu'on est, tu vois. C'est pas dans cette partie de vision stratégique, parce qu'encore une fois, ça requiert des expertises très spécifiques. C'est vraiment dans... L'accompagnement des équipes. Oui, mais avec d'autres, avec la transformation organisationnelle, avec la psychologie organisationnelle, parce que si on dit qu'on change complètement le portrait, ça va certainement être dur pour les individus. Puis on ne peut pas imaginer qu'on va changer sans garder l'équité pour les gens, le bien-être, la démocratie, la représentation de tous. Tu ne peux pas juste dire « je vais changer, puis j'abandonne tout le monde sur la route ». Non? Non. Oh. Non, on ne va pas faire ça. Donc voilà ce que je vois. Tu vois, c'est ça que je vois. Okay? C'est des choses qu'on sait déjà faire. Hein, okay? On sait déjà les faire. Hein, Mais il faut les mettre souvent dans la posture. La partie avant est très intéressante, puis je trouve que justement, c'est pour bouger. C'est la partie de conscience, puis après, passer à l'action. Moi, je trouve qu'on est là, on est rendu là. On est là. Tout le monde le sait, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action? Puis c'est l'enjeu depuis plusieurs années, c'est les changements climatiques, puis tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action? Il y a quelque chose qui fait que... C'est ça. Et on sait faire passer à l'action. Je veux dire, quand on conçoit un nouveau produit, quand on met en place, je parle encore de mobilité, mais du transport à la demande, on est capable de concevoir ça. Mm-hmm. Pourtant, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, on va travailler complètement différemment. Le projet n'est plus du tout le même. On est bien capable de le faire pour ça. Pourquoi on n'est pas capable de le faire pour le changement climatique? Ouais, ça, c'est les changements, effectivement. Les gens disent oui, mais c'est pas si évident d'être dans le changement. Puis c'est là où moi, je pense qu'on est moins dans la conduite du changement, mais dans la co-construction du changement. Ouais. Je t'amène maintenant parce que est-ce que tu peux nous donner 2-3 trucs pour y arriver? Qu'est-ce que vous utilisez? C'est quoi vos trucs que tu pourrais dire? Moi, je suis un entrepreneur, je veux y aller, je veux faire ce changement-là, je veux prendre en compte les changements climatiques, puis tout le bien-être et tout ce que tu mentionnes. Et je veux dire, concrètement, c'est quoi mes outils? Mais il y en a 2 premiers qui, je pense, sont très importants, qui sont pour essayer de réduire le stress qui est lié à ça. Le premier, pour moi, c'est vraiment déjà d'aller regarder des ressources. On en a à la Fabrica, mais il y en a à d'autres. C'est quoi expérimenter? Donc, c'est quoi cette idée de dire, je vais avoir un plan, mais je vais l'adapter parce que je vais aller le valider au fur et à mesure, puis je vais vivre consciemment ce chaos. Okay? J'accepte de savoir que je ne sais pas exactement où je me rends. Mais je ne vais pas virer fou au day-to-day, et je vais continuer à gérer mes opérations, ma business, je vais continuer à faire tout ça en étant capable de commencer à penser le chaos, l'inconnu, la complexité et l'innovation. Donc ça, c'est très important. Puis ça s'appuie vraiment sur la théorie de l'empirisme. C'est très documenté. C'est vraiment l'approche empirique. C'est une approche scientifique. Il y a beaucoup de documentation et je pense que les entrepreneurs ont besoin d'augmenter leur connaissance des méthodes d'empirisme pour justement être vraiment se sentir bien dans ce chaos-là. Donc ça, à mon avis, c'est un bout. C'est pas grand-chose, ça peut paraître tout bête ce que je dis là, mais ça fait une grosse différence. La deuxième, c'est, à mon avis, d'avoir des objectifs. Donc, un outil qui est très simple, qui s'appelle les objectifs clés de résultats. On a du contenu sur le site de la Fabrica s'il y a besoin, mais là encore, même en ligne, allez taper objectifs clés de résultats, ça aide beaucoup. Parce que ça veut dire je me projette à un horizon.
Je vais me dire que je veux aller là et je vais mettre en place des actions dont je pense qu'elles me permettent de me rendre là. D'accord ? Tu commences à t'organiser dans ton chaos. Tu t'organises. Donc, il faut parce que le chaos, c'est bien, mais c'est pas bon si ça va nulle part. Voilà. Être en création et en innovation, c'est fantastique, mais il faut que ça ait un impact. Il faut que ça se rende quelque part. Si ça n'a pas d'impact, c'est une vacuum. Ça ne sert à rien. Tu as perdu ton temps. Bon. Puis le dernier, je pense, à mon avis, c'est la question de l'agilité, c'est-à-dire de faire travailler les gens ensemble et d'accepter qu'il y a des méthodes de travail quand on est dans l'inconnu. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode à implanter pour tout, partout dans ton entreprise. Non, non, non. Juste pour ce projet-là. C'est ça. C'est le dernier bout. Ça ne sert pas à tout, mais cette famille d'outils-là, elle va répondre à des problèmes de « oui, mais là, il est désaligné, il ne comprend pas la vision ». Oui, mais quand on est dans l'innovation, la vision, elle a vraiment une teneur un peu spéciale, c'est qu'elle n'est pas totalement sûre. Alors, on la traite et on l'adresse d'une certaine façon. On l'adresse en disant, ce mois-ci, voici quel bout on en prend. Et oui, on sait potentiellement le plan global, mais on en a fait un tout petit bout. Puis le mois prochain, on verra. Puis le mois d'après, on verra, etc., etc. Donc, tu vois, ça, là aussi, je suis dans l'outil, mais dans l'outil par rapport à un problème. Je redis. OK. Moi, si je fais, ce que ça me dit, puis l'association que je peux faire, j'avais lu que, il y a un mot qui a été inventé qui s'appelle chaordique. C'est comment on peut être dans le paradoxe, à la fois dans le chaos, puis à la fois dans l'ordre. Excellent. Donc, dans le fonctionnement. Ouais, je ne sais plus de qui c'est ce mot-là, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est tout comment travailler avec ce paradoxe. Donc, ce que j'entends, c'est ça. C'est que tu es dans le chaos, puis tu es dans l'organisation, puis organise-toi pour pouvoir en sorte que ça arrive. Exact. Moi, si je fais un résumé de tout ce que j'ai entendu, de ce que tu as dit, c'est l'intention individuelle. C'est les mots qui m'ont parlé avec l'intention collective. Donc, tu sais, il y a vraiment d'oser aller voir, se rêver ce demain-là pour pouvoir, ça va être quoi par rapport à ça. Puis tu l'as vraiment nommé. Puis tranquillement nommer des problèmes, des enjeux qu'on va avoir, puis pouvoir les adresser très concrètement, puis faire en sorte qu'on y arrive. Et puis là, tu travailles avec tes équipes ou ton organisation pour les mettre à disposition ou les mettre dans une disposition d'y arriver concrètement. Donc, j'aime ça. Puis ça revient toujours avec ce paradoxe, le chaos puis l'ordre. Donc, de travailler avec ce paradoxe-là. Oui, il faut, à mon avis, vraiment travailler avec ce paradoxe, puis l'embrasser, l'apprécier, le prendre comme une chance de se dire « Hey, je vais contribuer » ou tu sais, je vais être dans ce... Comment tu dis? Chaordique. Chaordique. Je vais être dedans, puis... C'est comme ça, c'est ma période, c'est mon époque. Hey, fine, je suis là-dedans. Merci beaucoup. On va être là-dedans alors. Stéphanie. Merci. Oui.